Dans les rues de Nemours, petite commune nichée au bord de la Seine-et-Marne, un vent automnal balayait les feuilles mortes ce matin du 23 septembre 2025, comme si la nature elle-même retenait son souffle. Les nouvelles se propageaient à la vitesse de la lumière, traversant les frontières, les océans, pour atteindre les cœurs de ceux qui avaient un jour vibré devant l'écran. Claudia Cardinal, l'icône aux yeux d'ébène et au sourire qui défiait le temps, s'était éteinte à l'âge de 87 ans, dans sa maison modeste, entourée de quelques proches. Pas de fanfare hollywoodienne, pas de projecteurs braqués, seulement le murmure d'une vie accomplie qui s'éteignait doucement. Née sous le soleil tunisien, elle avait conquis le monde par sa présence magnétique, incarnant des femmes fortes, rebelles, dont les regards portaient l'écume d'une Méditerranée éternelle. Aujourd'hui, tandis que les hommages affluent des studios de Cinecittà au boulevard parisien, son départ invite à une plongée dans l'univers d'une artiste qui a redéfini la féminité au cinéma. De ses premiers pas hésitants à ses adieux sereins, retraçons le fil d'une existence tissée de passion, de triomphe et de silence pudique. Ce récit, nourri des témoignages de ceux qui l'ont aimée et des images qu'elle a laissées, n'est pas seulement une nécrologie. C'est un hommage vivant à une légende qui continue de briller dans l'ombre des salles obscures. La Goulette, ce quartier cosmopolite de Tunis, où les vagues de la Méditerranée venaient lécher les quais, chargés d'épices et de rires, berça les premiers pas de Claude-Joséphine Rose Cardinal. Née le 15 avril 1938, d'un père ingénieur sicilien et d'une mère française, elle grandit dans un melting pot, où l'italien, le français et l'arabe se mêlaient comme les saveurs d'un couscous familial. Les ruelles étroites, imprégnées d'odeurs de jasmin et de poissons frais, étaient son terrain de jeu, où elle courait pieds nus, sa chevelure noire cascadant comme une nuit d'été. Son père, employé par une compagnie ferroviaire, instillait en elle un sens du devoir rigoureux, tandis que sa mère, avec sa douceur provençale, lui contait des histoires de Provence où les champs de lavande ondulaient sous le Mistral. À l'école, la petite Claude excellait en dessin, esquissant des silhouettes de femmes élégantes sur les marges de ses cahiers, sans se douter que ses traits deviendraient un jour les siens sur grand écran. Adolescente, elle rêvait d'enseigner, d'ouvrir des horizons à d'autres enfants comme les siens. À 16 ans, un concours organisé par l'Office du cinéma italien la couronna la plus belle italienne de Tunis. Les photographes affluaient, les propositions pleuvaient, un voyage à Venise, des auditions prometteuses. Mais elle refusa, farouche, préférant les livres aux projecteurs. Je voulais être utile, pas une poupée de vitrine, confia-t-elle des décennies plus tard dans une rare interview, sa voix rauque trahissant encore l'accent tunisien qui la rendait unique. Ce timbre, qu'elle apprit à dompter en apprenant l'italien sur le tard, devint sa signature, un mélange de velours et de gravier qui captivait les réalisateurs. Pourtant, la vie impitoyable imposa un virage. À 19 ans, un événement traumatique, un viol qu'elle garda longtemps secret, la confronte à une maternité inattendue. Refusant l'avortement dans une époque où les tabous pesaient le lourd, elle donna naissance à son fils Patrick en 1958, déterminée à l'élever seule. Ce choix, courageux et solitaire, la propulsa vers le cinéma non par vocation, mais par nécessité. Gagner de quoi nourrir son enfant. Ses premiers pas derrière la caméra furent timides. En 1956, un court-métrage de René Vauthier, Anneau d'or, la captura dans un rôle mineur. Sa beauté brute, déjà évidente,
sous les Lumières crues. Puis vint Goha de Jacques Baratier en 1957, où elle incarna une figure folklorique tunisienne, ses yeux sombres pétillants d'une joie instinctive. Ses essais, tournés dans la poussière du désert, marquèrent le début d'une ascension. Prise sous l'aile du producteur Franco Cristaldi, qui deviendrait son époux en 1966, elle s'installa à Rome, inscrivant son nom au Centro Sperimentale di Cinematografia pour affûter son art. L'Italie des années 1950, en pleine effervescence post-guerre, offrait un terreau fertile aux talents émergents. Claudia, avec sa silhouette élancée et son porte-altier, n'était pas seulement belle. Elle irradiait une sensualité naturelle, loin des artifices des pin-up d'alors. Des critiques de l'époque notaient déjà cette présence magnétique qui semble surgir des mythes antiques, un mélange de Vénus et de Walkyrie qui allait la propulser vers les sommets. Mais sous cette façade radieuse se cachait une jeune mère luttant pour concilier plateaux et berceaux, présentant Patrick comme son petit frère, pour esquiver les ragots. Cette dualité, femme publique et mère privée, forgea son caractère, une résilience qui transparaîtrait dans chacun de ses rôles. Ainsi, des rivages tunisiens aux studios romains, l'enfance de Claudia Cardinal n'était pas un prologue anodin. C'était la racine d'une légende, nourrie de sel et de secrets, prête à éclore sous le soleil implacable des spotlights. Rome, 1959. La fontaine de Trévi scintille sous un ciel de plomb, et dans les couloirs enfumés de Cinecittà, une jeune femme de 21 ans fait son entrée fracassante. Meurtre à l'italienne de Pietro Germi marque son premier rôle en vedette, où elle prête ses traits à une paysanne sicilienne aux passions dévorantes. Le film, un drame familial teinté de comédie amère, révèle une actrice instinctive, capable de passer du rire aux larmes en un battement de cils. Les critiques s'enflamment. Une révélation, une tempête méditerranéenne sur pellicule, écrit un journaliste de La Stampa. Ce succès la catapulte dans le tourbillon du cinéma italien, alors au zénith de son âge d'or. L'année suivante, Mauro Bolognini l'invite dans Le Bel Antonio, aux côtés de Marcello Mastroianni, où elle incarne une fiancée pudique confrontée à l'impuissance de son promis. Sa performance, subtile et sensuelle, impose son nom dans les salons intellectuels de l'Europe. 1961, et c'était l'année du tournant. Valerio Zurlini lui confie le rôle-titre dans La fille à la valise, une errante qui séduit un adolescent tourmenté, joué par Jacques Perrin. Tourné en noir et blanc, le film capture l'essence de la dolce vita italienne, avec ses amours fugaces et ses désillusions urbaines. Claudia y déploie un jeu d'une maturité stupéfiante, gagnant son premier David di Donatello, l'équivalent italien de l'Oscar. C'était comme si le rôle me choisissait, moi qui avais fui avec ma valise de Tunis à Rome, se souviendra-t-elle, évoquant les parallèles entre fiction et réalité. Puis vient Rocco et ses frères de Luchino Visconti, où elle joue Ginetta, épouse d'un immigré lombard dans le Milan industriel. Face à Alain Delon, en Rocco tourmenté, elle apporte une chaleur terrienne à ce portrait choral de la misère rurale. Le film, primé à Venise, scandalise par sa scène de viol, ironie du sort pour l'actrice qui en avait vécu un, mais consacre Claudia comme muse du néoréalisme viscontien. Visconti, maître exigeant, l'a couvée. Tu es la flamme qui illumine mes ombres, lui glisse-t-il entre deux prises. La même année, Cartouche de Philippe de Broca l'emmène en France, où elle devient Vénus, la bohémienne ardente, aux côtés de Jean-Paul Belmondo,
en brigand espiègle. Ce film de cap et d'épée, pétillant de joie de vivre, la propulse dans l'Hexagone, où son accent chantant et sa vitalité conquièrent le public. Belmondo, son partenaire virevoltant, louera plus tard cette complicité immédiate, comme si nous dansions un tango sous la pluie. L'ascension est irrésistible. En 1962, elle enchaîne avec Les Noces vénitiennes et Le Mauvais Chemin, explorant les méandres de la passion et de la jalousie. Mais c'est 1963 qui l'inscrit dans les annales. D'abord 8 et demi de Federico Fellini, où elle apparaît en muse inspirante pour Guido, l'alter ego du cinéaste, joué par Mastroianni. Fellini, fasciné par sa voix qu'il refuse de doubler, lui rend sa parole. « Parle, Claudia, que le monde t'entende tel que tu es. » Le film, labyrinthique et onirique, remporte l'Oscar du meilleur film étranger et elle y incarne une liberté féminine qui défie les conventions. Puis Le Joyau, le guépard du même Visconti, adaptation somptueuse du roman de Tomassi di Lampedusa. En Angelica, jeune roturière épousant le prince Salina, Burt Lancaster, elle est la flamme de la décadence aristocratique sicilienne. La scène du bal, où sa robe virevolte sous les lustres, reste gravée comme un tableau vivant. Visconti, lors d'une bagarre chorégraphiée, hurle dans son mégaphone « Ne me tuez pas, la cardinale !» pour protéger sa star. Palme d'or à Cannes, le film propulse Claudia vers une gloire internationale, la comparant à Sophia Loren pour sa beauté explosive. Pourtant, derrière les applaudissements, et les équilibres maternité et tournages éreintants, Cristaldi veillant jalousement sur sa carrière. Cette période, foisonnante de 50 films en une décennie, n'est pas qu'une ascension. C'est une conquête, où chaque rôle affine son art, transformant une débutante tunisienne en icône transalpine. L'Italie, en gratitude, la surnomme la petite fiancée de la nation, mais Claudia, frondeuse, préfère les vents de la liberté aux chaînes de la célébrité. Au milieu des années 1960, Claudia Cardinal franchit les Alpes et l'Atlantique, emportant avec elle l'éclat de la Méditerranée vers des contrées plus vastes. Invitée par Blake Edwards pour La Panthère Rose en 1963, elle y joue la princesse Dala, objet d'un quiproquo hilarant aux côtés de David Niven et Peter Sellers. Ce première incursion américaine, légère et sophistiquée, lui ouvre les portes d'Hollywood, où sa photogénie transcende les barrières linguistiques. J'étais une étrangère dans un monde de studios géants, mais le rire est universel, commentera-t-elle, évoquant les nuits folles sur Sunset Boulevard. Puis Richard Brooks l'a choisi pour Les Professionals en 1966, western musclé, où elle incarne une marquise mexicaine rapturée, chevauchant aux côtés de Burt Lancaster et Lee Marvin. Ce rôle, qu'elle considérait comme son meilleur outre-Atlantique, met en valeur sa grâce athlétique et son regard farouche, opposant la féminité latine à la rudesse yankee. Lancaster, impressionné, déclarera « Claudia apporte à l'écran une chaleur qui fait fondre les cactus. » De retour en Europe, elle navigue entre genres avec aisance. En 1968, Sergio Leone, maître du spaghetti western, la couronne en Jill McBain dans « Il était une fois dans l'Ouest ». Veuve vengeresse dans les plaines arides d'Almeria, elle défie les bandits incarnés par Henry Fonda et Charles Bronson. La scène d'ouverture, où elle descend du train, vent dans les voiles, est un manifeste de force féminine. Léone, obsédé par les gros plans, capture ses yeux comme des puits de mystère. C'était mon western à moi, où la femme tire les ficelles sans revolver, dira-t-elle,
soulignant comment ce rôle inversa les codes machistes du genre. Le film, restauré des années plus tard, reste un pilier du cinéma mondial, et Claudia y apparaît comme une pionnière, préfigurant les héroïnes modernes. Parallèlement, sa vie privée s'entremêle au tumulte professionnel. Mariée à Franco Cristaldi depuis 1966, elle donne naissance à leur fils Claudio en 1968, un bonheur qui adoucit les rigueurs des plateaux. Mais le couple, miné par les absences et les ambitions, s'effrite, divorce en 1975, laissant des cicatrices discrètes. Claudia, polyglotte, parlant couramment 5 langues, embrasse alors des projets transnationaux. En France, elle collabore avec des cinéastes comme José Giovanni dans Le Clan des Siciliens, 1969, où elle joue une comtesse impliquée dans un hold-up enneigé face à Delon et Lino Ventura. Sa performance, mêlant élégance et vulnérabilité, illustre sa capacité à s'adapter aux intrigues policières françaises. Jerzy Skolimowski l'invite dans Le Départ, 1967, road movie belge, où elle est la séductrice d'un jeune coiffeur fou de vitesse, capturant l'esprit contestataire de Mai 68. Cette décennie marque aussi un engagement humaniste. Ambassadrice de l'UNESCO dès 2000, mais déjà active dans les causes féminines, elle refuse des rôles stéréotypés, insistant auprès des jeunes actrices « Ne vendez pas votre âme pour un cachet ». Des films comme La Storia de Luigi Comencini, 1986, où elle incarne une professeure romaine sous l'occupation, révèlent une profondeur dramatique, loin des blockbusters. Hollywood la rappelle sporadiquement. En 1970, L'appel de la forêt avec Rock Hudson, qu'elle protège en inventant une idylle fictive pour masquer son homosexualité. Ces années élargissent son spectre, de la comédie au drame historique, démontrant une versatilité qui défie les étiquettes. Claudia n'est plus seulement une beauté. Elle est une actrice accomplie, dont les choix reflètent une quête d'authenticité dans un monde de paillettes éphémères. Ainsi, des canyons espagnols aux neiges alpines, ses horizons s'étendent, portant l'écho d'une femme qui refuse de se laisser enfermer. Au cœur des années 1970, alors que le cinéma italien traverse des vents contraires, crises économiques, montée du polar américain, Claudia Cardinal trouve refuge dans des rôles qui explorent les abysses de l'âme humaine. Son divorce d'avec Franco Cristaldi en 1975, après 9 ans de mariage marqués par des triomphes partagés et des absences dévorantes, la laisse avec 2 filles à élever. Patrick, l'aîné d'une union forcée par le destin, et Claudio, fruit de leur amour passionné. Cristaldi, producteur visionnaire, avait été son pilier, adoptant Patrick pour lui offrir un nom légitime, mais les disputes sur les priorités, carrière contre foyer, avaient miné leur idylle. L'amour au cinéma est plus facile que dans la vie réelle. Là, il n'y a pas de clap de fin, avouera-t-elle dans son autobiographie Io Claudia, Tu Claudia, publié en 1995, un ouvrage pudique où elle dissèque ses fractures sans amertume. C'est dans cette vulnérabilité qu'elle rencontre Pasquale Schittieri, réalisateur napolitain au tempérament de feu, qui deviendra son compagnon pour 42 ans, jusqu'à sa mort en 2017. Leur relation, intense et fusionnelle, donne naissance à une fille, Claudia, en 1975, un nom choisi en miroir, comme un talisman contre les solitudes passées. Schittieri, avec qui elle tourne plusieurs films comme Gli Invisibili, 1988, lui offre un ancrage artistique
et affectif. Pourtant, ces années sont parsemées de tempêtes. Patrick, adolescent rebelle, peine à trouver sa place, hanté par l'ombre du secret entourant sa naissance. Claudia, protectrice farouche, le défend bec et ongles, refusant les avances paternelles tardives du violeur anonyme. « Ma famille, c'est mon sanctuaire, forgé dans le feu des épreuves », déclare-t-elle lors d'une rare apparition télévisée en 1980, où ses yeux trahissent une tendresse infinie pour ses enfants. Sur écran, ses tourments personnels irriguent des rôles poignants. Dans L'amant de Lady Chatterley d'Adolphas Mekas, 1973, adaptation osée du roman de Lawrence, elle incarne une aristocrate en quête de libération sensuelle, explorant les tabous avec une audace qui fait écho à ses propres combats pour l'émancipation. Le film controversé divise. Certains y voient une prouesse érotique, d'autres une vulgarisation. Claudia, fidèle à sa ligne, y injecte une dimension féministe, refusant les scènes gratuites pour privilégier l'intériorité. Puis, en 1975, Il Magnate de Henri Verneuil la ramène en France, où elle joue une veuve sicilienne, immigrée, confrontée à la xénophobie parisienne. Face à Jean Gabin en patriarche inflexible, sa performance capture la rage contenue des déracinés, un thème cher à son cœur tunisien. Verneuil, admiratif, note dans ses mémoires. Elle apporte à mes personnages une authenticité brute, comme si elle vivait chaque mot. Les années 1980 approfondissent ses veines dramatiques. L'été prochain de Nadine Trintignant, 1995, la voit en femme adultère, déchirée entre devoir et désir, aux côtés de Philippe Noiret. Le film, intimiste et nuancé, explore les fissures conjugales avec une sensibilité qui rappelle ses propres navigations amoureuses. Critiques et publics saluent cette maturité. Cardinal n'est plus la jeune furie. Elle est la sage-femme des âmes blessées, écrit un chroniqueur du Monde. Parallèlement, son engagement s'élargit. Militante pour les droits des femmes, elle sillonne l'Europe pour des conférences, témoignant de son viol passé comme un appel à la vigilance collective. Avec Schittieri, elle aborde des thèmes politiques dans L'Omerta, où elle incarne une magistrate anti-mafia, risquant tout pour la justice. Ses choix, audacieux, la distinguent des stars sclérosées dans la nostalgie. Claudia réinvente son image, passant de l'icône sensuelle à la voix engagée. Mais les ombres familiales persistent. Claudio, passionné de cinéma comme ses parents, suit des études à Rome, tandis que Patrick, plus discret, opte pour une vie loin des feux. La naissance de sa petite Claudia apporte une lumière nouvelle. Mère de 3 enfants, l'actrice trouve dans cette paternité tardive une plénitude qui transparaît dans Meyrig d'Henri Verneuil, 1992, où elle joue une immigrée arménienne protectrice. Le film, autobiographique pour le réalisateur, résonne avec son propre exil tunisien. Verneuil, ému, confie « Travailler avec elle, c'est comme diriger une symphonie. Chaque note est juste, chaque pause poignante. » Ainsi, ces décennies de tempêtes intimes ne brisent pas Claudia. Elles la sculptent, transformant les cicatrices en forces narratives. Amours tumultueuses deviennent carburant pour des rôles qui, loin des paillettes, touchent l'universel. La résilience d'une femme qui, face aux vagues, choisit toujours de nager. Entrant dans les années 1990, Claudia Cardinal n'est plus une étoile filante. Elle est une constellation illuminant le paysage cinématographique d'une lueur durable et nuancée. À 55 ans, elle refuse la retraite, optant pour des rôles
qui interroge l'âge, le pouvoir et la mémoire collective. Son Lion d'or à la Mostra de Venise, en 1993, partagé avec Roman Polanski et Steven Spielberg, couronne une carrière de plus de 150 films. Lors de la cérémonie, vêtue d'une robe noire simple, elle prononce un discours modeste. « Le cinéma m'a donné une voix quand je n'en avais pas. À mon tour, je la prête aux oubliés. » Ce prix n'est pas une fin, mais un tremplin vers une maturité créative, où elle alterne grands écrans et engagements sociétaux. En France, Henri Verneuil l'invite à nouveau pour 588, rue Paradis, 1992, suite de Maïrig, où elle reprend son rôle de mère arménienne, cette fois confrontée aux tourments de l'exil et de la guerre. Tourné en décor reconstitué de Marseille, le film dépeint avec tendresse les luttes d'une famille immigrée, et Claudia y excelle en patriarche bienveillante, son visage ridé par le temps, ajoutant une authenticité poignante. Les critiques arméniens, via l'Union bénévole générale arménienne, saluent une performance impeccable qui honore nos racines. Puis, en 1997, Le jour du Seigneur de Pasquale Schitieri, la voit en veuve sicilienne, mêlée à un scandale mafieux, un rôle taillé sur mesure qui fusionne son héritage personnel et professionnel. Schitieri, son compagnon fidèle, dirige avec passion et leur alchimie crève l'écran. Ensemble, nous racontons l'Italie que nous aimons haïr, plaisante-t-elle en promotion. Hollywood, sentant le vent tourner, la rappelle pour des seconds rôles marquants. Dans Captain Corelli, 2001, de John Madden, elle incarne une mère grecque résistante sous l'occupation italienne face à Nicolas Cage et Penelope Cruz. Sa présence, discrète mais magnétique, apporte une gravité historique au mélodrame, rappelant ses propres racines méditerranéennes. Plus tard, Le Don rouge d'Olivier Dahan, 2007, la place en galeriste parisienne manipulatrice, un contre-emploi jubilatoire qui démontre sa palette infinie. Mais c'est dans le théâtre et les documentaires qu'elle excelle désormais. En 1995, elle monte sur les planches pour la Locandiera de Goldoni, où sa voix rauque enchante les théâtres romains. Ambassadrice UNESCO depuis 2000, elle voyage en Afrique et en Amérique latine, plaidant pour l'éducation des filles, inspirée par son rêve avorté d'institutrice. « J'ai porté des valises d'enfants perdus. Maintenant, je les remplis d'espoir », dit-elle lors d'un discours à l'ONU en 2005. Ses enfants, devenus adultes, tissent l'étoffe de son legs familial. Patrick, discret homme d'affaires, gère en silence les archives de sa mère. Claudio, cinéaste en herbe, co-réalise un docu sur son parcours en 2010. La petite Claudia, actrice comme elle, partage l'affiche dans Rudy Valentin, 2018, une comédie où leur ressemblance frappe. Cette fusion générationnelle, loin des drames tabloïds, incarne une continuité sereine. Sur le plan artistique, des films comme Le fil de Mehdi Benatia, 2009, où elle joue une veuve tunisienne découvrant l'amour homosexuel de son fils, montrent une actrice engagée dans les débats contemporains. En 2014, Les Francis de Fabrice Begotti la voient en mère excentrique d'une famille en perdition, un rôle comique qui ravive sa verve des débuts. À 76 ans, elle tourne encore pour Netflix dans Bronx d'Olivier Marchal, 2025, en matriarche impitoyable d'un clan criminel, prouvant que l'âge n'émousse pas son feu. Cet héritage n'est pas figé, il irradie dans les hommages, des rétrospectives à Cannes en 2002, où elle reçoit un ours d'or honorifique à Berlin, aux masterclass qu'elle anime pour de jeunes talents, Claudia forme une chaîne invisible.
Elle conseille « Soyez vous-même, même si cela dérange. Le cinéma adore les rebelles. » Son autobiographie, rééditée en 2015, devient un manuel pour actrices en herbe, disséquant les pièges de la célébrité sans cynisme. Ainsi, des prix ronflants aux causes discrètes, son rayonnement intemporel transcende les écrans. Elle n'est plus muse, mais mentor. Une flamme qui guide sans consumer, laissant aux générations futures un miroir où se reflète la force des femmes indomptables. Le 23 septembre 2025, Nemours s'éveille sous un ciel plombé, et la nouvelle tombe comme un coup perré. Claudia Cardinal n'est plus. À ses 7 ans, elle s'éteint paisiblement dans sa demeure, aux murs tapissés de photos jaunies, celles de Palermo, de Tunis, de Sètes oubliées. Son agent, voix tremblante au téléphone, annonce « Elle est partie comme elle a vécu, avec dignité et sans regret, entourée de ses livres et de ses souvenirs. » La presse internationale s'empare du deuil. Le Figaro titre sur l'aurore éteinte du cinéma, tandis que Corriere della Sera pleure la panthère sicilienne. En Italie, les drapeaux de Cinecittà s'abaissent à mi-mât. En France, où elle s'était installée depuis les années 1980, Emmanuel Macron rend hommage. Claudia a illuminé les œuvres des plus grands, de Fellini à Léone, portant en elle l'âme d'une Méditerranée fraternelle. Les funérailles, célébrées 3 jours plus tard dans l'église Saint-Sauveur de Nemours, attirent une foule éclectique. Sous un ciel qui se fend d'une pluie fine, comme des larmes divines, ses enfants mènent le cortège. Patrick, stoïque en costume sombre, porte le cercueil aux poignées d'argent. Claudio, le regard humide, serre contre lui sa nièce. La petite Claudia, sa fille tant aimée, dépose une gerbe de jasmin tunisien, murmurant « Maman, tu danses maintenant avec les étoiles ». Parmi les visages connus, Jean-Paul Belmondo, absent mais représenté par son fils Paul, qui évoque une complice de moelle aventure, Vénus éternelle. Alain Delon, voûté par les ans, glisse une note. Rocco pleure sa Ginetta. Adieu, sœur d'âme. Burt Lancaster, décédé depuis, est honoré par un message lu de sa fondation. Sergio Leone, par un extrait de « Il était une fois dans l'Ouest » projeté sur un écran discret. La cérémonie, sobre et laïque en son cœur, mêle rites catholiques et païens. Un prêtre sicilien récite le De Profundis, tandis qu'un griot tunisien entonne un chant berbère sur la mer infinie. Des fleurs partout, roses de Palerme, olivières de Provence, lauriers de Rome, tapissent l'allée, formant un tapis vivant qui évoque les bals de Le Guépard. Des anonymes affluents, une old hollywoodienne en chapeau noir, un immigré arménien ému par Mayrig, une étudiante de cinéma serrant un DVD de 8,5. Les discours succèdent au silence. Schittieri, inhumé depuis 8 ans, est invoqué par sa veuve comme « l'amour qui m'a sauvé des abysses ». Fellini, Visconti, défunts, eux aussi, revivent dans les anecdotes comment le maestro romain avait exigé sa voix intacte, ou le Milanais l'avait protégée comme un trésor. Un violoniste joue la bande-son de Cartouche, et des rires fusent, brisant la solennité, signe que Claudia haïssait les larmes